Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Entre le Rwanda et la France, c'est une histoire de « je t'aime, je te hais ». L'histoire d'un couple qui se déchire et qui cherche à se réconcilier. Rappelons qu'en avril 1994, le Rwanda fut frappé d'une terrible tragédie, le génocide contre les Tutsis perpétré par le gouvernement extrémiste Hutu. Cette année 2021 marque la 27e commémoration de ce drame effroyable qui a fait près d'1 million de morts, hommes, femmes et enfants, et ce, en l'espace d'à peine 3 mois. Un devoir de mémoire s'imposait, aussi bien à Paris qu'à Kigali, et j'ai souhaité y contribuer pour ma part ce midi sur Diaspora Vision. Le sujet que nous allons évoquer ce midi avec mon invité Ibrahima Thiam, homme politique, opposant sénégalais, est un sujet sensible et surtout très douloureux dans le cadre des relations entre l'Afrique et la France. Les Français et les Rwandais ont longtemps souffert des trop nombreux non-dits et des silences coupables que deux rapports, l'un rwandais, l'autre français, viennent seulement de lever. Il aura fallu pour cela attendre 27 ans. Évoquer le Rwanda, c'est aussi s'inscrire dans le système dit de la France-Afrique, mis en place dès l'origine de la Ve République, et perpétué depuis lors. C'est aussi ouvrir une page noire de la Mitterrandie, dont le gouvernement était à la manœuvre à l'époque. C'est donc faire remonter à la surface des souvenirs que beaucoup préféreraient oublier. C'est pourtant le choix que j'ai fait cette semaine avec mon interlocuteur, fin connaisseur de l'histoire africaine. Mais avant d'en venir à l'interview proprement dite, et sans vouloir réécrire l'histoire, je pense, Ibrahima Thiam, qu'il est nécessaire de rappeler quelques éléments clés pour éclairer nos auditeurs. Tout a donc commencé dans les années 90, en octobre, avec l'engagement militaire de la France au Rwanda. Jean-Yves Duval, bonjour. Vous avez raison, nul mieux que le passé peut expliquer le présent. Et c'est indispensable si l'on ne veut pas insulter l'avenir. Cette intervention, souvenez-vous, est passée presque inaperçue à l'époque, car elle coïncidait avec la première guerre du Golfe. Qui se souciait en ce moment-là d'un minuscule pays africain? Mais avant d'en venir à cette sombre année 1994, je vous invite brièvement à remonter le temps, en rappelant qu'à la fin du 19e siècle, les Allemands avaient commencé à coloniser le Rwanda, avant que les Belges ne leur succèdent un siècle plus tard. Ce sont ces derniers, les premiers qui vont introduire dans le pays l'idée de supériorité d'une ethnie, les Tutsis en l'occurrence sur l'ethnie Hutu, représentant 85% de la population. Tout cela à cause d'une peau plus pâle et des traits soi-disant plus fins. Il faut dire qu'avant la colonisation, le peuple rwandais n'était formé que d'une ethnie, ayant une seule langue, une seule religion et pratiquant les mêmes coutumes. Des tensions existaient, bien sûr, mais elles étaient rares. Les premiers massacres datent
de 1959. Mais ils étaient l'œuvre de Hutu sur les Tutsis. Excusez-moi de vous interrompre, mais peu après va avoir lieu l'indépendance du Rwanda, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays africains dans les années 60. Nous sommes ici en 1962. C'est très juste. Et quelques années plus tard, un Hutu, Juvenal Habyarimana, va gouverner le pays à la suite d'un coup d'État. C'est lui qui, confirmant l'idée émise en 1945 par les Belges, va instituer dans le pays une carte d'immatriculation identitaire. C'est dans les années 1990 que le pouvoir de la junte militaire de Habyarimana va planifier le meurtre des Tutsis. Peut-être rappelez-vous les appels au meurtre lancés par les radios locales et à la télévision. Ces appels dénonçaient, je cite, « la vermine Tutsi à éliminer par tous les moyens ». C'est alors que survient le 6 avril 1994. Vous voyez de quoi je veux parler? Parfaitement. C'est la date où le président rwandais meurt dans l'accident de son avion. Un accident d'ailleurs au demeurant dont les circonstances n'ont à ce jour encore toujours pas été élucidées. L'annonce de sa mort dans le pays va alors d'ailleurs sonner le début des tueries. Exactement. J'admire votre connaissance de l'histoire. Les premières personnes assassinées sont les personnalités les plus influentes de l'opposition. Et ensuite, la population Tutsi, sans oublier des Hutus en lien avec eux, que ce soit par le mariage ou le concubinage. Les massacres vont durer 13 semaines. Et au total, près de 75% de la population Tutsi est éliminée à coups de machette ou de massue. Durant 13 semaines, cela n'a été que torture, viol, des scènes effroyables. À l'époque, pourtant, sur place, il y avait une forte présence de casques bleus de l'ONU. Alors, comment expliquer l'existence de ces massacres? Les militaires des Nations Unies étaient surtout présents pour évacuer d'urgence les étrangers présents que pour protéger la population menacée. L'ONU a d'ailleurs reconnu ses torts un peu plus tard. Mais pire, la Belgique, les États-Unis et la France ont été mis en cause pour avoir entraîné et armé les troupes rwandaises. Et cependant, je vous entends bien, mais la France est intervenue au Rwanda en 1994 dans le cadre de l'opération Turquoise, autorisée par une résolution de l'ONU, afin précisément de mettre fin au massacre. C'est tout à fait exact, Jean-Yves Duval. Et les militaires français ont d'ailleurs été accueillis à leur arrivée par une foule en liesse. Mais ces cris étaient ceux des Hutus, les bourreaux. En fait, plusieurs voix se sont élevées pour reprocher à Turquoise, plus que de protéger les victimes des génocidaires, d'avoir empêché la victoire du FPR, un mouvement rebelle que la France combattait depuis 1990. Et c'est alors donc un Tutsi, Paul Kagame, un ancien dirigeant précisément du FPR, débarque à Kigali pour former un nouveau gouvernement. Gouvernement qui va prôner la réconciliation et l'union nationale. Reconstruire le pays ravagé par la mort et la haine. Une mission quasiment impossible pour cet ancien directeur adjoint des services de renseignement militaire de l'armée ougandaise, qui a d'ailleurs été formé aux États-Unis à Fort Leavenworth, au Texas. Mission d'autant plus difficile que Kagame a été accusé d'avoir commandité l'assassinat du président Habyarimana. Néanmoins, il va devenir le nouvel homme fort du Rwanda et l'artisan de la reconstruction du Rwanda, complètement détruit et vidé par le génocide. Il a mis en place depuis lors un régime où les femmes ont une place majoritaire, comme au Parlement. On retient aussi de lui
qu'il a contribué à l'élimination de son homologue de Zaïre, Mobutu. Un pays 90 fois plus grand que le Rwanda. À son actif, il a apporté la stabilité et la croissance à son pays, lutté contre la corruption, mais il n'a pas été très regardant sur les droits de l'homme. Certains parlent de lui comme d'un autocrate répressif favorisant la minorité Tutsi. Cela ne l'a pas empêché d'être réélu pour un troisième mandat en 2017. Bien, après cet éclairage indispensable à une meilleure compréhension de la situation, et je pense que nos auditeurs l'auront compris, et je l'espère apprécié, j'en viens à ma première question qui fait appel à vos origines africaines. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous inspire près de tant de temps après le génocide rwandais? Une grande souffrance et beaucoup de regrets. Car à la lecture du rapport français et de celui de Kigali, qui vient d'être rendu public, on sait désormais que cette tragédie pouvait être évitée, qu'elle était prévisible. La grande faute de la France à cette époque est de ne l'avoir pas empêchée. Et pire, sous l'impulsion de François Mitterrand, d'avoir continué à apporter son soutien au président Hutu Juvenal Habyarimana alors que les intentions génocidaires étaient connues. En revanche, les deux rapports, s'ils pointent la lourde responsabilité tricolore, aucun, contrairement à certaines assertions, ne révèle et ne relève la participation française entre avril et juillet 1994. Autrement dit, il n'y a pas eu de complicité entre la France et les génocidaires. C'est vrai. Mais ils établissent toutefois clairement que la France a fourni un soutien militaire et politique afin de protéger ses propres intérêts. Elle a fermé les yeux sur les instruments du génocide incarnés par les extrémistes rwandais. Reconnaissons, et c'est à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron, que c'est sous son impulsion que l'historien français François Ducret a rendu public ce rapport en mars dernier. Il aura donc fallu attendre 27 ans pour que la vérité se fasse et révèle l'aveuglement français. Il faut dire aussi que les pressions internationales étaient fortes et la position française devenait intenable. Aujourd'hui, le président Paul Kagame, qui a pris la tête du Rwanda après le génocide, reconnaît qu'un pas important a été accompli. Mais de quoi parlons-nous, Jean-Yves Duval, sinon du massacre de plus de 90 000 Tutsis et aussi de Hutus modérés. Ces massacres ont été accomplis par les milices Interahamwe et l'armée rwandaise. Ce génocide a aussi donné lieu à un exil de plusieurs milliers de personnes. Et aujourd'hui encore, le pays a du mal à cautériser ses plaies. Paul Kagame, on peut le préciser d'ailleurs, a été reçu lundi à l'Élysée à l'occasion d'un sommet qui était organisé sur le Soudan par le chef d'État français. N'oublions pas en effet qu'à la suite du génocide, les relations diplomatiques, Ibrahim Mathiam, entre nos deux pays ont été suspendues de 2006 à 2009 et que les rapports restaient pour le moins tendus depuis lors entre Paris et Kigali. C'est exact. Quand bien même Kagame aurait souhaité des excuses de la France à la suite de ces événements, qui ont été d'une grande violence avec son aspect post-colonial. Kigali soupçonne aussi Paris d'accueillir encore, aujourd'hui sur le sol français, des personnes impliqués dans le génocide. Certains ont d'ailleurs été arrêtés et transférés à La Haye pour être jugés par la justice internationale. Comprenez-vous qu'un certain nombre de Français soient assez mal à l'aise avec cette idée de repentance et n'apprécient pas vraiment qu'on mette toujours le pays, leur pays, au banc des accusés? Ce n'est pas le cas d'une majorité des Français qui ignorent souvent le rôle qu'a joué la France au Rwanda
et qui le découvre 30 ans après. Vous faites surtout allusion à la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen, que l'ouverture des archives dérange à l'évidence, et d'une certaine façon, c'est surtout la politique mémorielle du président Macron qu'elle attaque. Cette affaire a de quoi embarrasser toute la classe politique française. Car si Mitterrand était alors président de la République, son premier ministre n'était autre que Édouard Balladur et Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères à l'époque. N'oublions pas que la France vivait une période de cohabitation entre les socialistes et les RPR, ce qui explique que Marine Le Pen est la seule voix dissonante. Il est vrai que les archives des uns et des autres, c'est-à-dire des milliers de documents, notes confidentielles, télégrammes diplomatiques, sont désormais ouvertes au public. On attend également prochainement l'accès aux documents de l'armée qui ont été déclassifiés. C'est donc dire que toute la lumière sera inévitablement faite sur cette abominable tuerie. Je crois très profondément que cette entreprise est salutaire pour l'histoire, mais plus encore pour les victimes de ce drame effroyable. De ce que je sais, la majorité des Rwandais sont plus en quête de vérité que d'excuses. Des excuses pour qui? Pourquoi faire? Le procès des génocidaires, comme l'ouverture des archives et la publication des rapports en question, sont seuls de nature à restaurer un climat de confiance entre la France et le Rwanda. Ces deux pays ont tout à gagner d'une relance du partenariat entre eux, notamment la jeunesse rwandaise. Des accords de prêt et de subventions à hauteur de 50 millions d'euros ont déjà été signés entre Paris et Kigali. Paris qui a aussi soutenu la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, autant de signes d'un certain réchauffement. N'oubliez pas non plus que Kigali est aussi présenté comme la Mecque de la high-tech en Afrique, à travers en particulier l'ouverture du bureau de Digital Africa dans la capitale rwandaise. J'ajoute qu'on observe aussi un retour dans le pays de la langue française, de l'ouverture d'un centre culturel français, de la réouverture d'une ambassade française à Kigali. Tout cela sont des symboles forts d'une réconciliation entre le Rwanda et la France. Eh bien, ce sont sur ces paroles pleines d'espoir, Ibrahim Mathiam, que se termine aujourd'hui notre émission Carte sur table, une émission au cours de laquelle nous aurons ensemble revisité cette histoire dramatique du Rwanda au cours des années 90, l'histoire de frères ennemis, les Hutus et les Tutsis, et les relations compliquées, voire même surtout conflictuelles, entre la France et le Rwanda, que chacun des antagonistes s'efforce aujourd'hui d'apaiser avec un devoir de vérité que d'autres préfèrent appeler la repentance, car ici, plus qu'ailleurs, les mots sont lourds de sens. Merci à mon invité, merci Ibrahim Mathiam, de nous avoir aidé à dénouer l'inextricable de cette tragédie rwandaise. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval, d'avoir permis qu'on évoque ensemble un dossier épineux des relations franco-rwandaises depuis près de 30 ans et une des plus grandes tragédies, un des 3 grands génocides du XXe siècle, après celui des Juifs et des Khmers rouges au Cambodge. Il me reste en effet à saluer nos auditeurs, les remercier aussi pour leur fidélité qui ne se dément pas semaine après semaine, et leur donner rendez-vous dans 8 jours pour un nouveau Carte sur table, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahim Mathiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval.
Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.